Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocofre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rencontre annuelle Ocofre 2024. La thématique cette année, vous vous souvenez, Ocofre a fêté ses 15 ans. Eh bien, nous allons nous projeter dans les 15 années à venir pour vous aider à vous préparer, pour investir et pour préparer cette décennie ou ces 15 années qui vont venir. Pour explorer ce sujet, nous avons réuni un panel exceptionnel d'experts, de chercheurs, d'économistes, d'universitaires et de chefs d'entreprise. Leur mission, vous offrir des idées, des analyses, des perspectives pour enrichir votre réflexion et mieux comprendre les enjeux de demain. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet entretien, vous verrez, il va être passionnant et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo de cette rencontre annuelle. Philippe Béchade est un analyste financier et chroniqueur économique incontournable, connu pour ses analyses percutantes et son franc-parler. Contributeur actif et rédacteur en chef des publications Agora. Il est aussi chef d'entreprise puisqu'il a cofondé Cercle Finance. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui un petit peu chez vous puisque nos studios sont installés dans les locaux des publications Agora. Nous allons dans cette interview revenir sur les éléments de l'année 2024, leur incidence politique, géopolitique et économique. Mais on va commencer déjà par le plus important d'entre eux et qui est le plus récent. C'est l'élection ou la réélection de Donald Trump aux États-Unis avec en plus un congrès à sa main, une Cour suprême qui est avec lui. Donald Trump élu ou réélu, qu'est-ce que ça va changer pour nous ici en France, en Europe et dans le monde? Voilà. Ça va changer déjà pas mal de choses et on ne prend pas grand risque à dire que les lignes vont bouger puisqu'elles bougent déjà. On voit que l'escalade qui est en train de se produire en Ukraine est en fait, on comprend qu'il faut que tout s'accélère pour que chacun vienne négocier en position de force. Donc on essaie de provoquer Poutine en espérant qu'il fera une grosse bêtise. Et puis on essaie de démontrer qu'on a des capacités de nuisance pour essayer de négocier une paix qu'on n'aurait même pas osé imaginer et dont la presse n'aurait même pas parlé si Kamala Harris avait été réélue, puisque on sait que derrière elle, le Deep State pousse évidemment pour, je ne sais pas si c'est causer le maximum de destruction en Ukraine pour élargir le marché de la reconstruction qui va être capté, on l'a bien compris, par les firmes américaines. Donc là, on sent que déjà, on se prépare finalement à négocier la paix en envoyant tout ce qu'on a justement pour essayer de créer les conditions, ou chacun espère créer les conditions d'une négo où il y a quelques atouts à faire valoir. Alors après ça, l'élection de Trump, ça a changé également les choses sur le plan commercial, bien que je dirais que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, a été quand même quelque chose qui a complètement plombé l'Europe et qui a également justifié du protectionnisme américain qui ne disait pas son nom. Avec Trump, au moins, là, ça va être assumé. On mettra des tarifs douaniers de 50, 60, 80% s'il le faut sur les produits chinois. Sur ce qui vient d'Europe, ça va être 10, 20%. On peut peut-être même craindre 30% sur l'automobile. Le cognac même pourrait être touché. D'ailleurs, c'est assez étonnant que M. Macron
mettent déjà un petit peu les hauts-là en disant oui, il ne faut quand même pas trop s'en prendre aux produits français, parce que derrière, il n'est pas en train de défendre les intérêts de LVMH. Enfin voilà, il y a toujours des choses comme ça on se demande si monsieur Macron défend vraiment l'intérêt de la France et des agriculteurs et de notre industrie en général, ou des intérêts particuliers. Voilà, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais je pense que ça valait le coup de le faire, parce qu'en réalité, Donald Trump ne comprend que le rapport de force. Et ça, on le sait depuis son premier mandat. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Rapport de force, ça, c'est à peu près la certitude. En ce qui concerne l'OTAN, la contribution de l'Europe, moi je me rappelle de Donald Trump, moi je suis un petit peu plus âgé que vous, donc je me rappelle de ses premiers pas en politique, c'était dans les années 95-96, et je me rappelle qu'à l'époque, son cheval de bataille, c'était pas « je suis milliardaire et je vais MAGA », puisqu'à l'époque, les États-Unis, ça marchait très très bien en 96 sous Clinton. C'était l'Europe profite du parapluie militaire nucléaire américain, les Européens ne dépensent pas assez pour leur défense, ça nous coûte une blinde, et il faut que les Européens payent. Bon, 30 ans après, il tient toujours le même discours. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Par contre, le fait qu'il ait tout le Congrès je pense qu'il va également remettre ses pions au Pentagone, dans les diverses agences, ça va être effectivement aux Européens de financer leur défense, de contribuer plus à l'OTAN, si d'ailleurs l'OTAN continue d'exister. Parce que une fois que le conflit sera réglé en Ukraine, qu'est-ce que l'OTAN peut encore faire pour pousser vers l'Est, pour encercler encore plus la Russie? Ça paraît quasiment impossible. Quand on regarde une carte et toutes les bases américaines autour de la Russie, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Effectivement, il manquait juste l'Ukraine. Bon, si l'Ukraine, c'était la dernière ligne rouge, après, je ne sais pas ce que Trump fera de l'OTAN. Je vais revenir sur votre début d'intervention, parce que vous avez dit sans dire, je crois. Quand vous dites que tout s'accélère en Ukraine parce que Trump a été élu, sachant qu'il n'est effectivement pas en poste avant le mois de janvier, le 20 janvier. Donc qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous dites que ça s'accélère, qu'il cherche à négocier une paix? C'est en mettant plein de moyens pour montrer qu'ils ont les moyens. Vous dites quoi? Vous dites que vous ne dites pas, ou vous essayez de dire que Trump étant plus proche de Poutine va laisser faire Poutine en Ukraine, ou va arrêter de soutenir l'Ukraine? Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans le début de votre intervention? Alors ce que j'ai dit, c'est qu'avant l'élection de Trump, il n'était même pas question d'envisager des négociations de paix, ou en tout cas de résolution du conflit russo-ukrainien. Depuis que Trump est là, on sait que lui, il l'a dit, j'arrêterai la guerre en 24 heures, s'il le fait en 48, ça sera très bien aussi. Alors il y a deux choses, c'est que l'administration Biden, en accélérant les provocations, le franchissement des lignes rouges, comme de tirer des missiles, ce que la Russie considère comme des armes de destruction massive. Donc si on touche le sol russe avec une AMD, la Russie a une doctrine qui l'autorise à éventuellement envisager une riposte nucléaire. Il est très très méchant, Poutine, sauf que cette doctrine, c'est exactement la même. Tous les pays dotés d'un arsenal nucléaire ont exactement la même. Oui, c'est le principe de base de la dissuasion. Voilà, vous nous attaquez, parce que éventuellement vous n'avez pas de missiles nucléaires, ce qui est le cas de l'Ukraine, vous nous attaquez avec ce que vous avez, c'est-à-dire des armes conventionnelles, vous tuez des civils chez nous, vous détruisez notre industrie, on vous rase, voilà, vous êtes prévenus. Voilà, donc c'est ce que Poutine a rappelé, que Medvedev a rappelé, et que bien sûr ils ne feront pas. Personne ne veut une guerre nucléaire. Néanmoins, je pense que pour l'administration Biden, quelque part, ça les arrangerait quand même s'il y avait un dérapage ou que la guerre prenne une autre tournure. Ça serait une patate chaude, voire une patate très explosive laissée entre les mains de Donald Trump.
de toute façon, ils feront tout pour pourrir son arrivée au pouvoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une malfaisance, et c'est le jeu politique, je dis pas, c'est pas un jugement de valeur. Il y a forcément une malfaisance de la part de l'État profond envers Donald Trump qui, réciproquement, en a autant à leur service. Voilà. Donc, l'escalade actuelle, elle peut avoir deux avantages. Oui, pourrir, finalement, l'entrée en fonction de Donald Trump si vraiment les choses vont très très mal en Ukraine, voire débordent des frontières de l'Ukraine. Et deuxièmement, de toute façon, l'Ukraine était en train de reculer assez largement face à l'avancée russe, à part ce petit coup médiatique de on s'est emparé d'une centaine de kilomètres carrés dans la région de Koursk, etc. Et ça nous servira à négocier de récupérer éventuellement la rive sud-est du Dniepr, etc. Donc, l'Ukraine essaye d'avoir quelque chose pour négocier dans de meilleures positions, parce que militairement, ils sont vraiment enfoncés. Enfin, tous les spécialistes de la chose militaire le confirment. Alors, je parle plutôt dans des vraies publications, pas sur des médias de désinformation, mais dans les papiers diplomatiques, ou ce qu'on peut lire même dans la presse étrangère, pas la presse française ou la presse belge, mais si vous lisez des articles, même de journaux sud-américains, de journaux asiatiques, ils sont tous d'accord pour dire que l'Ukraine, il faut vraiment que la guerre s'arrête parce que, par contre, les Russes sont inarrêtables. Voilà. D'où l'idée qu'en leur balançant des missiles, ça va les faire réfléchir. Non, ça n'arrêtera pas l'offensive, sauf que ça crée quand même un danger pour la Russie, que c'est bien que finalement il n'y ait plus cette menace. Donc voilà, ça servira de toute façon dans le cadre d'une négociation. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, l'Ukraine est en mauvaise posture, et c'est vrai que là, ils ont deux petits atouts qu'ils peuvent laisser sur la table lorsqu'on va commencer effectivement à discuter. La poursuite du conflit ukrainien peut aussi arranger l'Amérique, et même une Amérique de Trump, parce que c'est aussi un moyen de vendre du pétrole issu du gaz de schiste quand les Russes ne peuvent plus exporter facilement le leur, non ? Ça fait longtemps qu'on achète le pétrole russe via la Turquie, via l'Inde, voire même l'Arabie Saoudite, parce qu'on a compris qu'il y a aussi des échanges entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc le pétrole russe, il continue de nous parvenir. C'est juste qu'on le paye 15 ou 20% plus cher, puisqu'il a été raffiné ailleurs, avec le pays qui fait l'intermédiaire prend sa com, et ça c'est tout à fait normal. En ce qui concerne la poursuite de la guerre qui va permettre d'obtenir plus de contrats de reconstruction, le problème c'est que là, l'Ukraine ne peut plus payer. Donc ça sert à quoi de continuer de faire en sorte que de nouvelles villes soient aplaties sous les bombes ? Franchement, tant que l'Ukraine pouvait éventuellement payer, oui, mais là aujourd'hui, elle ne paye plus. Et d'ailleurs, c'est arrivé autour du 18-19 novembre dernier. Les États-Unis ont annoncé qu'un dernier prêt de 4,7 milliards, ils faisaient une croix dessus. Et ils savent que l'Ukraine ne pourra pas rembourser. Mais en réalité, elle ne pourra pratiquement rien rembourser. Je ne sais pas, on en est à 160 milliards en d'aide occidentale. 160 milliards, c'est quasiment le PIB de l'Ukraine. Donc voilà, on leur a déjà avancé ce qu'on n'a jamais avancé à aucun autre pays en guerre sur la planète. Donc évidemment que tous les contrats de reconstruction vont tomber dans l'escarcelle des créanciers américains et des entreprises américaines cotées et détenues par des grandes institutions financières qui elles-mêmes se sont dit « nous sommes les prêteuses ». Bon, vous comprenez comment ça se passe. On avance de l'argent, l'Ukraine s'engage à faire appel à des entreprises américaines, et ces entreprises américaines sont détenues en tant qu'actionnaires par le créancier.
Bon. Sans parler évidemment des terres ukrainiennes vendues par dizaines de milliers d'hectares via des prête-noms, puisque la loi ukrainienne interdit de vendre un hectare à un étranger. Bon, sauf qu'il y a des gens qui sont venus acheter des milliers d'hectares qui n'avaient pas de sous. Ben, d'un seul coup, ils étaient là avec des valises de billets, prêts à acheter toutes les terres qui se présentaient. Bon, enfin, c'est pas assez. J'apprends rien en vous disant que c'est un des pays un des plus corrompus du monde et qui était le pays le plus corrompu de l'hémisphère nord avant que commence la guerre. Donc tout ce qui va se passer après, on comprend bien que tout est déjà un petit peu arrangé d'avance. Revenons sur Trump. Est-ce qu'on a dans ses premières déclarations, premières annonces de nomination, des éléments sur comment il va conduire le pays après, ou est-ce qu'on peut même aller rechercher dans son premier mandat des choses qui nous montreraient comment il va intervenir? Alors, quand on l'écoute, le style n'a pas tellement changé. Déclaration provocatrices, des grands moulinets, des annonces tonitruantes. Voilà. Ça, c'était en campagne. Enfin, on va dire que c'est des propos de campagne. C'était aussi son premier mandat. C'était tout pareil. Donc, on sait qu'il balance des choses. C'est un petit peu, vous voyez, comme sur un ring de catch. Le gars vous dit je vais te briser en 1000 morceaux, je vais te casser toutes tes dents. Et puis à la fin, on fait très très attention de ne pas se faire mal parce que bon, quand même, on est là pour faire du show. Et donc, Trump, il balance des choses. Ça va faire réagir, et à partir du moment où en face on a quand même conscience qu'il y a un danger ou une capacité des États-Unis effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre des tarifs douaniers, à partir du moment où on a pris conscience qu'il y a un vrai danger, un vrai risque, bon, eh ben, on est prêt à négocier, mais on négocie en ayant conscience qu'on est quand même un petit peu à risque. Alors que si on n'est pas menacé, on arrive et on peut faire un petit peu comme certains grands dirigeants politiques occidentaux qui arrivent en disant voilà, moi je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Bon voilà, quand Trump vous a menacé, vous êtes obligé de dire bon, on va essayer de s'entendre quoi. On va pas... C'est le principe du rapport de force. Et c'est ce que je disais. Trump, c'est le rapport de force. Voilà, sachant qu'il ne peut pas aller au-delà des limites de ce qui se fait. Et de ce qui s'est toujours fait. Voilà. Mais en tout cas, il a ce côté showman. Avant le début d'une rencontre de catch, où on fait monter la pression. Puis après ça, sur le ring, bon, bah, tout était déjà scénarisé, chorégraphié. Et on sait qu'on va finir par s'entendre. C'est ce qui s'est passé avec les Chinois dans son premier mandat, où il a été vraiment, il y est allé sur la négociation commerciale avec la Chine. Il est vraiment allé en opposition. D'ailleurs, l'or s'était mis à monter à ce moment-là. Enfin, il avait fait passer une vraie tension par rapport aux Chinois. Oui, il allait négocier avec... c'était déjà Xi Jinping à l'époque. Hein. Alors le Premier ministre a changé, mais Xi Jinping est toujours là. Et c'était, je vais vous coller 40% de tarifs. Bon, sachant qu'à la fin, tout le monde est à peu près d'accord pour que 20% ça passe à peu près. Ça compensait un peu les subventions chinoises, le dumping chinois. Bon, les Chinois savent très très bien ce qu'ils font et qu'est-ce qui est incorrect par rapport aux règles du commerce international. Donc ils savent que quand ils subventionnent, ils vont certainement se prendre effectivement des tarifs douaniers. Donc c'est un risque calculé aussi. Donc voilà, avec Trump, ça va être ça. Je vais vous coller 60% de droits, parce que là, c'est plutôt ce dont il est question maintenant. Hein, c'est du 60-70%. Et si on reste à 30, tout le monde sera content. Alors Trump dira qu'il a remporté une énorme victoire, parce que personne n'avait jamais mis 30% dans les dents aux Chinois. Et les Chinois se diront, de toute façon, on a tellement subventionné notre industrie de la voiture électrique, et on a tellement de millions de véhicules aujourd'hui qui sont invendus, que si on peut les écouler, même avec une marge réduite par les droits de douane, ça va quand même faire du bien, parce qu'on a du stock. Hein. Oui, et puis il y a quand même une interconnexion entre les deux économies. C'est-à-dire que
même si Trump voulait tout rapatrier ou tout faire aux États-Unis, il y a quand même des matières premières, il y a Ça des choses. n'arrivera pas, on le sait. C'est pas possible. On le sait. Puis le problème des pièces détachées automobiles, si Trump met 60% de droits de douane, c'est Ford, c'est General Motors, indirectement Stellantis via Chrysler, qui va se retrouver avec des coûts de production, puis des voitures invendables. Parce que si vous mettez 30% de droits de douane sur les voitures et les pièces détachées chinoises, du coup, vos voitures, elles vont se retrouver également avec des coûts de production augmentés de 15 ou 20%. Vous allez les vendre comment? Donc, je veux dire, c'est à double tranchant aussi. Ou alors, il va falloir dire les pièces automobiles, on n'y touche pas ou on met 10%. Et les véhicules finis, on va mettre 30 ou 40%. Sauf que les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent des véhicules qui sont non finis. Et ils sont terminés sur des bateaux-usines. C'est-à-dire que s'ils partaient de Chine finis, ils prendraient le maximum de droits de douane. Mais si on les termine sur le bateau, si on visse les phares ou si on met la planche de bord sur le bateau, on considère que le véhicule est arrivé non fini. Et donc, les droits de douane ne sont pas les mêmes. Alors on parle de la Chine et nous, l'Europe, là, les Européens, est-ce qu'on va être comme un moustique et on va se faire écraser par les décisions de Trump un peu agressives ou... On est déjà écrasé par l'IRA. Puis on est écrasé par le sabotage de Nord Stream. Est-ce que vous connaissez une seule fois dans l'histoire qu'un sabotage de cet ordre-là, on n'a pas connu le coupable ? Et que surtout ceux qui en sont les victimes n'ont jamais voulu qu'on dise le nom du coupable. Mais est-ce que c'est arrivé une seule fois dans l'histoire? Donc ça veut dire qu'on est complètement à genoux. On est les caniches, on est les États-Unis d'Europe. Et on n'ose même pas donner le nom du saboteur de Nord Stream qui coule notre industrie et qui permet aux États-Unis, au contraire, d'exporter son GNL à 4 fois le prix du gaz qu'on importait via Gazprom. Enfin, voilà, donc l'Europe, on est déjà des moustiques écrasés. Est-ce que finalement, cette élection de Trump ne va pas aussi bouleverser la défense européenne ou l'OTAN parce que Trump n'est pas très fan de l'OTAN, ou en tout cas il n'est pas fan du fait que ce soit les Américains, gendarmes du monde il y a très longtemps, soient les grands protecteurs de tout le monde. Ah oui. Alors moi je me rappelle d'une déclaration de Trump, et qui avait été d'ailleurs reprise par notre président, et qui expliquait, alors il n'était pas encore président à l'époque je crois, et qui expliquait qu'effectivement l'OTAN était une relique de la guerre froide. Je ne sais pas si c'est Trump ou Emmanuel Macron qui a dit que c'était même une sorte de mort-vivant, enfin leur céphalogramme était plat, que l'OTAN n'avait plus de raison d'être. Et puis avec le retour des démocrates, et de l'État profond américain, dans ce coup, l'OTAN est redevenu l'instrument de conquête de l'Occident, c'est-à-dire en fait des États-Unis et de progression vers l'Est. Donc tout presque a été reconquis, entre guillemets. En tout cas, les promesses de 1990 de James Baker ont été complètement oubliées et trahies, puisque tous les pays baltes ne devaient pas rentrer dans l'OTAN, la Finlande ne devait pas rentrer dans l'OTAN, et il y avait l'Ukraine, bien sûr, là, qui ne devait absolument pas rentrer dans l'OTAN. Bon, maintenant, on connaît le motif, les motivations de l'Europe, des États-Unis, et ça s'étend maintenant à la Géorgie, à la Moldavie, etc. Donc on voit que la logique otanienne, elle est redevenue un des axes politiques majeurs des États-Unis, alors que sous Trump, et d'autres chefs d'État étaient à peu près d'accord, l'OTAN n'avait plus de raison d'être, la guerre froide est terminée. Donc la réalité, c'est que ce qui a vraiment fait peur aux Américains, c'est qu'avec la démondialisation et le fait qu'on allait peut-être effectivement moins importer de Chine, il y avait le risque que l'Europe, puisque c'était plus la Chine, se tourne vers la Russie, ses matières premières et son énergie très bon marché,
pour concurrencer les États-Unis. Ce que fait l'Allemagne depuis très longtemps, quand même. Hein. L'industrie allemande, elle a été dopée au gaz russe pas cher. Bien sûr. Et au nucléaire, avant que les écologistes torpillent cette source d'énergie totalement décarbonée, on a vu ce basculement avec l'ouverture imminente de Nord Stream 2. On a vu que l'Europe avait vraiment une logique de concurrencer les États-Unis avec l'énergie la moins chère, parce que le gaz de schiste américain, il est quand même sorti, je crois, à $30. Alors, je ne sais plus quelle est l'unité exacte, c'est un acronyme MBTU, mais enfin, ça veut dire que le kilowatt produit au gaz revenait à peu près à 30 € et le kilowatt produit au gaz russe ressortait à 12-14 €. Et aux États-Unis, le gaz issu de schiste, lui, ressortait plutôt à 50 $ le mégawatt. Voilà. Donc, les États-Unis sont passés d'un concurrent qui avait une énergie qui était 2 fois moins chère, et aujourd'hui, c'est eux qui ont une énergie qui est 4 fois moins chère. Et Biden l'a dit à plusieurs reprises, industriels européens, venez vous installer aux États-Unis, produisez aux États-Unis, même BMW, Mercedes, venez chez nous. L'électricité, le gaz sont pas chers. Mais avant, c'était chez nous que c'était pas cher. Donc on voit bien ce qui s'est passé. Le sabotage de Nord Stream et la guerre en Ukraine a été en fait une façon de couler économiquement l'Europe, en détruisant complètement son modèle. Alors, on ne peut pas dire que la France a un modèle industriel, parce qu'on est complètement désindustrialisé. On est aussi désindustrialisé que la Grèce, c'est pas peu dire, il n'y a que le Luxembourg qui est encore moins industrialisé que nous. Mais l'Allemagne, Pologne, les ex-pays de l'Est, c'était quand même des pays industrialisés à 20, 25, voire pas loin de 30% pour la Pologne. Voilà, donc ça restait quand même un modèle productif. Ce que vous êtes en train de dire, vous allez me trouver très naïf, mais c'est que tout ça, ce n'est que de la guerre commerciale ou de l'économie. Il y a peu de guerres dans le monde qui n'aient pas eu des motifs économiques, ou alors bon, il y a eu des guerres de religion. Enfin, le plus souvent, ça a été des guerres. La conquête d'un territoire, c'est parce qu'il y avait des ressources. Voilà. Et puis, comme disait Anatole France, on croit se battre pour défendre la nation et on se bat pour défendre des intérêts industriels. Voilà, donc ça c'est connu. Et puis il y a l'autre aspect, quand on est trop protectionniste ou qu'on ferme les frontières, ça a été dit bien avant, peut-être du temps de Louis XIV, quand on ferme les frontières au commerce, les soldats ne tardent pas à les refranchir dans l'autre sens. Bon. Alors, on voit aussi que Trump, en tout cas dans son premier mandat, et on l'a vu au moment de l'annonce de son élection, que la bourse aime beaucoup Trump. Toujours, la bourse américaine notamment, trouve que visiblement c'est un candidat de la bourse américaine. Pour quelles raisons ? Et est-ce que finalement c'est parce que il va vers les entreprises et qu'il a décidé que l'économie américaine allait mieux, puisque America First, quoi. Alors, MAGA, bien sûr, faire produire sur le sol américain, finalement, il hérite d'une situation dont il n'est pas la cause. Et peut-être que même lui ne l'aurait pas fait, quelque part. Peut-être qu'avec Trump, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Pas de guerre en Ukraine, pas de sabotage de Nord Stream, pas de boycott du gaz et du pétrole russe qu'on fait venir ensuite, comme on a dit, par l'Inde, la Turquie, l'Azerbaïdjan, etc. Peut-être que Trump, ça n'aurait pas été aussi favorable finalement pour l'industrie américaine que ne l'a été Biden. Mais là, il va hériter d'une situation qui est rêvée. Il va pouvoir continuer de dire « Venez produire chez nous, on a le gaz le moins cher et le kilowatt le moins cher ». Alors, ça ne sera pas moins cher que notre kilowatt produit en France au nucléaire. Enfin, ça va rester quand même beaucoup plus concurrentiel que ce que ça coûte en Allemagne
ou alors la Pologne qui produit au charbon. Alors là, les écolos, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais bon, il y a un moment, il va falloir peut-être qu'ils s'occupent plus de la Pologne que de faire mettre la température à 17 degrés dans nos chambres en France et d'arrêter les clims l'été sur la Côte d'Azur. Parce que là, il y a un vrai problème de production de carbone avec le charbon dans le nord de l'Europe. Bref, je pense que Trump hérite d'une situation tout à fait favorable et pour laquelle il n'est pas responsable quelque part. Et d'autre part, il va être plus protectionniste pour l'industrie américaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal, peut-être même pour les small caps, pour les petits business américains. Il ne faut quand même pas oublier que les grands groupes, ils vivent grâce à ce que leur fournissent les sous-traitants. Donc voilà. Les sous-traitants, je pense, vont mieux se porter aux États-Unis. Et puis, Trump, il travaille pour quelque part, j'appellerais ça sa caste, mais des gens qui sont milliardaires, qui n'ont pas la même logique que vous et moi. Trump, il sait parler le langage que comprend l'américain moyen, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais enfin, il a un langage qui est compréhensible, il a l'air de comprendre aussi les problèmes des Américains, puisque Kamala Harris, elle a fait campagne sur la wokitude et le fait qu'il fallait être ouvert et protéger les minorités, etc. Mais la majorité des Américains n'arrivaient pas à boucler la fin de mois à cause de l'inflation. Et Trump a très très bien su reprendre cette thématique, le mettre en avant, en parler comme il fallait. Enfin, lui, il n'a jamais eu de problème de fin de mois, donc lui, sa problématique, c'est que les riches continuent de s'enrichir et que les Sherpas de Wall Street continuent d'engranger des bénéfices. Et si pour ça, il faut abaisser la fiscalité, c'est un truc qu'il a toujours prôné. Là, j'en reviens aussi à ses premiers pas en politique en 1995. Il avait deux obsessions, que les Européens payent plus pour l'OTAN et que les Européens achètent davantage américains. Il n'a jamais changé. Là, bon voilà, donc il va tout faire aussi pour que les Européens achètent plus aux États-Unis. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises américaines. Elles vont avoir moins de fiscalité et Trump va s'efforcer de nous contraindre à acheter plus américain. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer avec la politique monétaire américaine ? La Fed est normalement indépendante du pouvoir politique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être une réduction des taux comme ça a commencé à se relancer, ou est-ce qu'il va y avoir de nouveau de la planche à billets ? Ça va être quoi la suite sur la politique monétaire américaine ? Alors voilà l'excellente question. Depuis le début de l'entretien, on a l'air de dire que les États-Unis vont dérouler, que ça va être un billard et tapis rouge pour le commerce extérieur américain. Et puis il y a la question monétaire. Et là, Trump, il va donc prendre les rênes des États-Unis le 20 janvier prochain. J'ai fait un petit calcul. La dette américaine aura atteint à ce moment-là 36 250 milliards de dollars. Donc on sera sur un déficit de 6,5%, grosso modo. Si la fiscalité est à baisser comme Trump l'a promis, on sera à 8% de déficit fin 2025, avec le risque que, on va dire, l'effet de richesse créé par Wall Street relance l'inflation. Bah oui, parce que les gens, on a vu les dernières enquêtes sur le moral des ménages américains, finalement, Wall Street qui est au plus haut, qui bat record sur record. On va dire que les 10% ou même les 20% des Américains les plus riches se sentent vraiment, mais alors, encouragés à consommer. Voilà. Par contre, il y a tous ceux, les 80%, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Si on leur redonne du pouvoir d'achat parce qu'on baisse les taxes pour les entreprises, qui vont donc répercuter cette économie
dans les prix de vente, ça va aussi encourager les Américains à consommer. Sauf si elles augmentent leur marge. Hein. Vous savez qu'on n'est C'est jamais sûr. Hein. Mais c'est ce qui a été fait pendant l'inflation. Bah, voilà. Ça a été cynique. Hein. Bah, oui. L'inflation, ça a été bon, puisque c'est là, c'est un petit peu la foire. Hein. On ne sait plus quelle est l'inflation. À un moment, 5, 8, 10%, on ne sait plus. Bon, bah, si on rajoute de la marge là-dedans, de toute façon, c'est un tel foutoir. Les économies sont tellement perdues avec l'inflation qui part vers la Lune. Ça ne va pas se voir. Hein. Bon. Donc là, les entreprises, elles ont quand même un petit problème aujourd'hui, effectivement, avec le pouvoir d'achat. Hein. Vous voyez Target qui a publié ses résultats. Ils avaient pas mal stocké en se disant avec la hausse des marchés, tout ça, la consommation va repartir. Et elle n'est pas repartie. Et Target a publié de très mauvais résultats. Voilà. Donc, Target, ça frappe les esprits. On se dit, oui, il y a un petit problème au niveau du pouvoir d'achat. Il va falloir en redonner. Et donc Là, on n'est pas sur une... Et si on en redonne, on va faire repartir l'inflation à tous les coups. Parce que l'essentiel des matières premières, des pièces détachées, ça vient quand même du Mexique, de la Chine, d'ailleurs. Donc, si on met des tarifs douaniers sur ce qui vient de l'extérieur des États-Unis et qu'on redonne du pouvoir d'achat, vous voyez, ça va être l'inflation. Donc, les anticipations de taux à 3,5, hein, fin 2025, début 2026, quand vous voyez que les taux ont repris 75 à 80 points de base depuis le 18 septembre, qui était pendant le jour où on officialisait le début du cycle de baisse des taux, hein, qui devait nous emmener donc de 5,50 à 3,50, on est arrivé à même pas 5, que déjà les taux, les rendements moyens à long terme ont repris 75 points. C'est comme si la Fed avait déjà remis 3 hausses de taux. Donc effectivement, le taux au jour le jour, il va être celui que la Fed indique. Donc on va être à 4,60, 4,50, 4,75 et peut-être 4,25, 4,50 la prochaine fois. Mais est-ce qu'il y aura une prochaine fois? On doute déjà que la Fed baisse à nouveau les taux le 17-18 décembre prochain. Et il y avait un consensus qui était écrasant au soir de l'élection de Trump. Bon, c'était 80%. Et c'est descendu à 50-50. On ne sait plus trop maintenant si la Fed va vraiment continuer son cycle de baisse de taux. Et si l'inflation repart, les choses changent vraiment. Ça bouleverse toutes les anticipations. Ouais, et pour l'instant, on ne les a pas du tout pricées. Pas du tout. Et si vraiment quelque chose devait changer avec l'arrivée de Trump, c'est peut-être pas forcément à cause de Trump, mais c'est tout simplement parce que les États-Unis ont trop de dettes et que le risque d'inflation est trop grand. Et donc, si les taux augmentent à nouveau, alors de manière officielle avec la Fed ou de manière de marché, on va dire, de logique de marché, en fait, l'argent va être plus cher, donc les entreprises vont avoir du mal à investir aussi. Donc, finalement, le plan Trump de je relance, mes entreprises vont aller bien, risque d'être un peu freiné par ça. Oui, c'est pas entre les mains de Trump. Je dirais que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a effectivement, il a fait le grand chelem aux élections, Chambre des représentants, Sénat, la Cour suprême, bon, c'est qu'elle était déjà ultra conservatrice. Il a également des procureurs, puisqu'ils sont élus aussi. Donc, il a le grand chelem. On dirait qu'il n'a plus de contre-pouvoir. Ben si, il en a un, c'est le marché. C'est le marché et c'est les créanciers. Est-ce que les créanciers vont vouloir financer un pays où la dette augmente maintenant de 1 000 milliards tous les 4 mois. On était à 35 000 milliards en juillet, on a passé la barre des 36 000 milliards début novembre. Donc vous voyez, ça a mis 4 mois et demi. Alors que pour passer de 34 000 à 35 000 milliards, ça avait pris 7 mois. Et pour passer de 33 000 à 34 000, ça avait pris 9 mois.
Vous voyez un petit peu, si on fait la projection, donc le prochain 1000 milliards, c'est peut-être pour quoi? Février prochain, 4 mois et demi, puis peut-être 3 mois, et puis 2 mois. Enfin, il y a un moment où les créanciers vont finir par avoir peur et les marchés vont dire stop. Et là, Trump, il pourra raconter tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est plus entre ses mains. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le contre-pouvoir de Trump, c'est le marché. Et un autre contre-pouvoir lié, c'est les BRICS, ou en tout cas un certain nombre de pays qui commencent à dire nous, on va se dédollariser. C'est ça. Ça veut dire on jette, on jette notre dette américaine, quoi. Exactement. Quand je dis le marché, c'est l'acheteur de dette américaine. Et qui est cet acheteur? Ce n'est plus les Chinois, hein. C'est plus les Russes déjà depuis 2014. Et ça va être de moins en moins l'Indonésie, etc. Heureusement, il reste le Japon, il reste l'Europe. Alors l'Europe, on va leur dire, si vous n'achetez pas la dette américaine, attention, hein. Les tarifs douaniers, ça va plus être le même prix. Donc voilà, il y a un moment où les États-Unis ne vont pas avoir le choix. Bon, on sait que les BRICS vont acheter moins, et ça a été d'ailleurs presque la position unanime à la sortie du sommet de Kazan. J'ai lu un petit peu. Disons qu'il y a 23 articles qui concernent l'économie et où il ressort qu'effectivement, les BRICS doivent commercer dans la mesure du possible entre eux dans leurs devises respectives et utiliser le moins possible le dollar. Donc on en reparlera probablement dans l'entretien. Mais pour en revenir au cœur du sujet, oui, les marchés, il y a une grande partie, ce sont les BRICS. Et puis il y a un moment, s'il n'y a plus de marché pour absorber la dette américaine, on va passer à la solution japonaise. Ça va être effectivement la planche à billets. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut quand même les rembourser, les créanciers. Donc le Japon le fait très bien. Les États-Unis vont probablement s'y mettre aussi. Et là, on sait ce que ça veut dire, effectivement, pour des actifs de protection contre la perte de valeur d'une monnaie qu'on imprime en mode no limit. Je pense que de très belles années s'ouvrent pour les métaux précieux, voire certains cryptoactifs, mais surtout les métaux précieux, parce que les BRICS, eux, ont bien l'intention de créer ce qui succédera au dollar dans le commerce international, créer quelque chose qui soit adossé éventuellement à l'or. Alors, allons-y, puisque c'est un des sujets importants, cette monnaie adossée à l'or. Certains pensent que ce n'est pas possible au sein des BRICS parce que les réserves d'or ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Donc ils vont y aller ou ils vont trouver un autre moyen d'avoir une monnaie commune et un peu universelle? Forcément, ça sera un autre moyen. Déjà, vous savez que le commerce mondial, c'est maintenant 110 000 milliards de dollars par an. La taille du marché de l'or, elle est inférieure à ça très très largement. Donc on ne peut pas évidemment se dire que les talons or aujourd'hui, parce que il n'y a pas assez d'or, tout simplement. Et puis il y a un déséquilibre entre pays. Ou alors il faudrait dire que l'or vaut 10 fois sa valeur actuelle. Oui, c'est ça. Certains ont dit l'once à 37 000 dollars. Oui, donc on est sur une échelle de 12. Oui, pourquoi pas, si on voulait vraiment créer les talons or, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a complètement démonétisé toutes les réserves de change, on a démonétisé, on a désintégré même, on a divisé par 12 ou 15 la valeur des futures retraites. Il est évident que ça ne se fera pas de cette façon-là. Donc, on peut imaginer qu'une future monnaie de transactions commerciales, et pas de réserve, mais de transactions commerciales, pourrait voir le jour entre les BRICS. Et là, par contre, ce n'est pas gênant quelque part si le référent est l'or. Ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment stable par rapport, qui est vraiment invariant et qui permet de mesurer l'évolution de chaque devise. On ne veut pas du dollar comme référence.
même si dans les faits c'est encore le cas, mais l'or permettrait effectivement de se passer du dollar. Alors après ça, si un pays gère plus ou moins bien ses finances, sa valeur par rapport à l'or, la valeur de sa monnaie par rapport à l'or va baisser. Celui qui gère mieux à la singapourienne ou à la dubaïote, il va avoir sa monnaie qui s'apprécie. Ça devrait inciter tout le monde effectivement à essayer d'avoir une gestion un peu vertueuse pour que la valeur de sa monnaie par rapport à l'or reste la plus élevée possible. Voilà. C'est l'inverse de Bretton Woods, ce que vous racontez là, parce que c'est à l'époque, Bretton Woods disait l'or est indexé, enfin le dollar, et il y a une parité dollar-or à 35 dollars l'once, il faut s'en souvenir, qui avait fait que De Gaulle, par exemple, avait dit tiens, on va transformer tout ça, on va récupérer l'or. Les Anglais aussi, et puis finalement, en 71, fin de Bretton Woods. Ils avaient la faillite, les Américains. Alors que là, votre système, il est finalement plus intéressant si les monnaies évoluent librement autour de l'or. Oui. Là, on est plus sain, en fait, on va dire, sur un aspect monétaire. Oui, puis on peut imaginer qu'il y a d'autres référents. Je ne sais pas, aujourd'hui, on ne nous parle que de l'IA. La base de l'IA, c'est la puissance de calcul. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, une des matières premières de notre monde virtualisé, c'est la puce, la chip, qui permet de calculer. Alors maintenant, on parle en teraflop, pétaflop, etc. Bon, les pays qui sont capables de produire de la puce électronique, qui sert par exemple pour l'intelligence artificielle, on se dit que ça, c'est une vraie richesse. Ça vaut tous les pétroles et tous les gisements de gaz du monde. C'est la nouvelle énergie. En fait, la valeur ajoutée se retrouve avec la capacité de calcul. Ouais. Alors que on dit que l'économie, c'est de l'énergie, pas chère si possible, et des capitaux abondants et bon marché. Aujourd'hui, l'économie, c'est effectivement de l'énergie, parce que les data centers, il faut bien de l'énergie quand même pour les faire tourner. Mais la vitesse de calcul devient également un des étalons de la croissance et de la création de richesses. Puisqu'on peut pas, plus rien ne peut fonctionner aujourd'hui sans de l'IA. Donc, pétrole, gaz, pourquoi pas les chips, pourquoi pas les terres rares, etc., sans lesquelles on n'a plus de petits écrans pour regarder nos SMS, on n'a plus d'éoliennes, etc. Donc, on peut imaginer qu'il y ait un panier quelque part. Et le panier, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que fait le FMI avec ses DTS? C'est un panier. Alors, c'est un panier de devises, mais des devises qui sont susceptibles de varier, alors que des métaux industriels, des ordinateurs, etc., la capacité de produire des ordinateurs, c'est quelque chose qu'on peut quantifier et dont la valeur, elle est certaine. Personne se demande si une chip est ou non utile. Alors que sur certaines cryptos, on se demande à quoi c'est adossé, si ce n'est à des concepts. Et là, je vous parle de choses extrêmement concrètes. Et donc, à partir du moment où c'est concret et que tout le monde l'admet comme tel, c'est un référent. Les DTS, les droits de tirage spéciaux du FMI, en fait, certains ont pensé que les BRICS les utiliseraient comme monnaie commune, mais en fait, c'est trop lié aux monnaies occidentales. Mais le problème, c'est que, alors, là, les DTS, on est sur des pays qui ont quand même adopté les mêmes critères d'inflation à 2%, de croissance de la dette à 3%, etc. La Suisse fait partie aussi du panier de nos devises, mais n'a pas tout à fait les mêmes critères. Enfin, tout ça est quand même il y a un ensemble qui fonctionne sur les mêmes bases. Les BRICS vont probablement pas adopter exactement les mêmes règles. Et quand on voit les Brésil, Argentine, où leurs monnaies peuvent varier de 20% dans l'année, voire beaucoup plus, il faut un autre référent commun. Un DTS BRICS, il y aurait trop de volatilité.
Il y a quelques années, dans une précédente interview, on parlait du yuan et du e-yuan. Finalement, c'est aujourd'hui une vraie monnaie de commerce Oui. entre ces pays, mais ça ne peut pas aller plus loin que ça, et tous ne peuvent pas l'adopter. Ben, il y a un moment, pour concurrencer le dollar, il faut avoir non seulement la devise qui permet de faire des transactions commerciales. Alors, le dollar a un double statut. On réalise des transactions commerciales en dollars et on a du dollar en réserve. Le yuan de réserve, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Par contre, une monnaie commune adossée aux actifs qu'on a évoqués, oui, là, ça aurait du sens. Mais on va commencer déjà par le yuan commercial, unité pour des transactions bilatérales, etc. Et il faut derrière un système de règlement livraison, de clearing, type SWIFT par exemple. Et les Chinois ont déjà, et ce système est déjà au point en Chine, il est également maintenant utilisé par les Russes pour les cartes de crédit internationales. Donc la Chine peut déjà procurer à tous les BRICS le système de règlement et d'assurance, parce que c'est très important également, quand on s'engage, si c'est dans des monnaies locales, à régler une livraison venant de Chine ou qu'on s'engage à fournir de l'énergie ou un lot de minerais, etc., il faut que ça soit assuré. Hein, un bateau de minerais, ça peut très bien aller par le fond, on ne sait jamais, il y a des actes de piraterie, ça existe encore. Il y a des outils qui des fois tirent des missiles, on ne sait pas, ça peut toucher des bateaux, voilà, avec des cargaisons qui valent des fortunes. Donc il faut un système où les échanges se déroulent bien, instantanément, dans des conditions de confidentialité totale. Et c'est pour ça que là, une monnaie blockchain permet effectivement de sécuriser des échanges et de ne pas être en permanence espionné, entre guillemets, par le Department of Justice américain, qui regarde ce que chacun fait de son dollar. Là, un système basé sur des échanges, sur une architecture blockchain, fait que les Américains pourront toujours s'accrocher pour essayer de savoir qui a fait quoi, à quel prix. Donc, confidentialité, sécurité et bien sûr immédiateté. Un règlement livraison sous 48 heures, c'est un petit peu long. Donc, si ça peut être quasiment instantané, c'est mieux. Et pour Swift, on a des fois des délais. Hein. Oui, Chinois... la blockchain, on en a beaucoup. En fait, c'est une des difficultés des blockchains pour l'instant, même s'il y a des technologies qui permettent d'accélérer, de mettre beaucoup plus de volume de transactions et de rapidité. Mais ça reste quand même encore un peu compliqué de faire autant de transactions qu'un système comme Visa pour la carte bancaire. Oui, mais on va dire que là, une sécurité légère, donc du cryptage, voilà, mais un cryptage où il faut déjà 3 jours pour arriver à en venir à bout, les transactions, elles sont passées. Ouais. Voilà, on n'a pas besoin d'un hash rate type Bitcoin pour sécuriser des transactions bilatérales. Il suffit que ça soit inviolable pour les prochaines 48 heures. La transaction, elle est faite, on ne reviendra pas dessus, et elle est sécurisée. Voilà, sécurisée à tout point de vue. C'est trop tard, une fois qu'on sait ce qui s'est fait, c'est fait. On va passer au cours de l'or, parce que le cours de l'or cette année 2024 a fait des étincelles, pour parler un peu vulgairement. En tout cas, on a eu une progression de l'or incroyable. Alors, je suis sûr que vous, ça ne vous a pas complètement surpris, parce que je vous avais déjà entendu les années précédentes dire que l'or finirait par monter plus que ce qu'il n'était. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'or a autant monté en cette année 2024 ? Est-ce que c'est uniquement les taux d'intérêt ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a probablement autre chose. Les achats des banques centrales des pays qu'on a cités, des BRICS.
ce sont les principaux acheteurs. Et le rythme s'est accéléré en 2023. Et ça avait un petit peu ralenti début 2024. C'est reparti. Donc on voit que les BRICS accumulent de l'or, et y compris la Turquie. La Turquie, je ne vous fais pas de dessin, hein, la valeur de la livre turque, et c'est littéralement effondré. C'est pas grave, la Turquie a continué d'acheter de l'or. Donc les BRICS achètent de l'or. Voilà, les banques centrales, elles continuent d'en accumuler. Donc il y a forcément derrière, il y a un projet. Et quel est le projet? C'est peut-être d'arriver à avoir des réserves assez comparables en termes relatifs à ce que détient la Fed, ou ce qu'elle prétend détenir, hein, parce que personne n'a plus fait d'audit des stocks de la Fed depuis 40 ans. Je me demande si c'est même pas 50 ans d'ailleurs, maintenant le temps passe vite. On pourrait dire la même chose pour les Chinois et les Russes. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans les coffres. Oui, alors, sauf que les Chinois, on sait que là, ils sous-estiment totalement ce qu'ils détiennent, puisqu'ils prétendent détenir 2400 tonnes, alors que la Chine, premier producteur d'or au monde aujourd'hui, deuxième derrière la Russie est deuxième, ils produisent 400 tonnes d'or. Donc déjà, sur 20 ans, comme ils n'ont pas le droit d'en exporter, imaginez déjà, donc il y en a beaucoup dans l'épargne des ménages, puisque c'est traditionnel en Chine de détenir de l'or. À un moment, ils se sont enflammés sur l'immobilier. Ils en sont bien revenus. Depuis quelques années, les ménages chinois reviennent vers cet actif qui a toujours apporté de la sécurité et la prospérité. Donc le Chinois, il en achète, le gouvernement chinois en achète, il ramasse évidemment tout ce qui vient du sol chinois, il n'y en a pas une once qui sort de Chine, et ils achètent tout ce qui sort des fonderies helvétiques. Voilà. Donc combien ils achètent de centaines de tonnes en Suisse, les chiffres sont évidemment top secrets, mais j'ai dit comme ça, des centaines de tonnes. Ça fixe déjà une idée. Je ne peux pas vous dire combien de centaines de tonnes, mais c'est quand même l'échelle. Ouais. Enfin, l'intérêt, c'est de dire combien on a de tonnes si on veut avoir une réserve. Bah, si on veut dire la monnaie est puissante parce qu'elle repose sur la position des Chinois et des BRICS, si vous vous dites, moi, il faut par exemple que j'ai des réserves à hauteur de 2,5% de la masse monétaire en circulation. Bon, tous les BRICS n'y sont peut-être pas. J'imagine que la Turquie est même loin d'y être. Si vous voulez que ces membres d'un ensemble économique qui veut se constituer une monnaie de référence qu'ils vont pouvoir utiliser, qui inspire confiance, y compris en dehors des BRICS, parce que ce ne sera pas réservé qu'aux BRICS, tout le monde pourra éventuellement se servir d'un yuan commercial ou d'une future devise. Donc si vous voulez que tout le monde puisse monter ses réserves d'or jusqu'à en détenir 2,5, je pense ça, c'est une hypothèse. Il ne faut pas dire que j'ai 10 000 tonnes d'or. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui en ait beaucoup. Quoi. Non, mais, un ou deux d'ailleurs. Si vous faites flamber le prix tout de suite, ceux qui sont en retard pour la constitution des stocks, ils vont se retrouver, ils sont plantés ceux-là. Ils ne vont jamais arriver à se mettre à 2%, donc, ou 2,5%. Donc il ne faut pas déclarer qu'on est déjà à la tête d'un stock d'or phénoménal, parce que ça veut dire que si on en a beaucoup, c'est-à-dire que les autres en ont peu, et que ceux qui en ont peu, ils vont essayer d'en avoir plus, vous faites exploser les cours. Donc pour l'instant, la Chine, je dirais presque par égard pour des pays qui pourraient se joindre ou qui feront partie de l'espace de la future devise qui supplantera le dollar, il ne faut pas se faire d'illusions, ça a toujours été comme ça. Quand une zone économique devient leader, sa monnaie devient leader. Donc les Chinois n'ont pas intérêt aujourd'hui à déclarer qu'ils ont plus d'or que les Américains, même si c'est la réalité. Et si même c'est ce que nous, on peut se dire, entre l'or détenu officiellement par la Banque centrale, l'or détenu par les banques, l'or détenu offshore ou à Hong Kong, plus que les ménages détiennent, et on peut très bien dire du jour au lendemain aux ménages chinois, vous êtes obligé de mettre votre or en garantie, vous êtes obligé de les mettre sur un compte maintenant, et qui va servir de collatéral à notre devise. Si on dit aux Chinois, votre or que vous avez mis de côté pour vos petits-enfants, etc., ou vous avez donné lors d'un mariage, aujourd'hui, il faut que ça soit enregistré. Et ça fait maintenant partie du pool. Bon.
Et comme c'est un régime autoritaire, ça marcherait, ce qui n'a Voilà. jamais marché en France au fil de l'histoire. Oui, oui. Le rapatriement de l'or des Français n'a jamais très bien fonctionné. Voilà. Donc, Chine, Inde, Turquie, Indonésie, tout le monde rachète de l'or. Donc voilà, c'est le fameux, ça répond à la question, c'est le fameux quel est l'élément de plus. Alors après, qu'est-ce qui a fait monter l'or en 2023-2024 ? C'était plus vraiment l'inflation parce que les banques centrales avaient commencé à calmer le jeu, enfin à faire retomber la pression. Mais en fait, on se projette. Il y a eu une anticipation monstrueuse parce que les taux d'intérêt américains ont baissé en septembre. Et pourtant, l'or a augmenté en dollars pendant des mois et des mois pendant l'année. Donc il y a l'anticipation de se dire la bataille contre l'inflation, elle n'est peut-être pas gagnée. On a peut-être gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le déficit américain, 33 000 milliards, 9 mois plus tard, 34 000, 7 mois plus tard, 35 000, 4 mois et demi plus tard, 36 000, 3 mois plus tard, ça sera 37 000. Mais vous avez envie de détenir du dollar, vous, dans ces conditions ? De l'euro ? Encore moins. Donc qu'est-ce qui reste ? Vous dites, comme le yuan n'est pas encore une devise de réserve, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Vous allez acheter autre chose. Vous allez acheter ce qui a 5000 ans de track record, qui est l'or. Parce que c'est évident qu'on crée de l'argent, enfin on crée des unités monétaires à partir de rien. Quand on augmente la dette de 3 000 milliards en 2 ans, où est-ce qu'on va ? Et est-ce qu'on a envie de détenir ça ? Est-ce que c'est une vraie monnaie de réserve, alors que ça devrait perdre 20% de sa valeur là, en 2 ans ? Donc, selon vous, l'or va continuer si les déficits ne sont pas arrêtés, puis on ne voit pas très bien comment le train va pouvoir être arrêté quand même, l'or va continuer de monter parce qu'il va y avoir toujours cette envie des gens de basculer leurs économies peut-être du dollar vers l'or. Les Américains en achètent dans les supermarchés en ce moment. Là. Il y a ces opérations où ils vendent des mini-lingots, et ça part comme des petits pains en général. Je pense être bien placé pour le savoir. Voilà. Il y a d'autres actifs aussi qui peuvent être considérés comme du refuge. Alors, il faut pouvoir se projeter évidemment dans les 4-8 ans de mandat au-delà de la prise de fonction de Trump. Qu'est-ce qui, dans 8 ans, aura résisté si l'inflation repart à 4-5% ? Et je pense que c'est ce qui nous pend au nez pour 2025. Vous l'avez déjà réélu, Trump, là, parce que vous parlez de 8 ans et pas de 4. Il avait dit qu'il ferait qu'un mandat, et là, il a fait une déclaration récemment en disant, finalement, si mon mandat est un succès, pourquoi pas en faire un deuxième. Bon, voilà, vous m'avez compris à demi-mot. Donc, qu'est-ce qui se passera d'ici 2033 maintenant ? Moi, je pense que la décarbonation, c'est quelque chose d'hyper-inflationniste. Je pense que les baisses de fiscalité qu'il va forcément être obligé de mettre en place, sinon il serait plus crédible, c'est très inflationniste. Moi, je vois un boulevard pour l'inflation. Donc un boulevard pour une nouvelle hausse des taux. Donc un boulevard pour une hausse des taux, mais la hausse de taux, elle n'est pas possible, sinon les États sont en faillite. Comment vous refinancez 36 000, 37 000, 38 000 milliards de dollars de dette avec des taux qui monteraient à 5,50, 6%, et on se rappelle de l'époque Volcker où c'était monté à 18%. À l'époque, il n'y avait pas de dette. Oui, peut-être que le dogme des 2% va sauter aussi. On fera 3. Peut-être 3, voilà. D'ailleurs, tout le narratif et les subtiles évolutions langagières dans les communiqués de la Fed semblent dire que maintenant, c'est plus 2%, mais autour de. Et puis autour de 2,5, on se dira finalement on est assez confortable à 2,5. Donc si on est confortable à 2,5, on peut peut-être tolérer 3. Enfin, on peut, par glissement sémantique, effectivement, nous habituer, et déjà dans la tête, dans notre inconscient, on s'est déjà habitué à se dire que 2%, on ne les reverra jamais.
et que si c'est 2,5, on sera finalement bien content. L'inflation sera très assagie, et je pense qu'on va aller de nouveau au-delà de 4. Voilà. Et là, là, on a la solution pour réduire l'endettement. Si vous avez 5% d'inflation, là, il vous faut 14 ans pour réduire la dette de moitié, sans faire le moindre effort. Un taux d'inflation de 5%, on passe de l'équivalent d'une charge de 36 000 à 18 000. Complètement indolore. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis que pendant ce temps-là, alors, ou l'argent, ou peut-être les chips, et l'immobilier ont de beaux jours devant eux. Alors ça, c'est étonnant que vous disiez ça, parce qu'avec l'inflation et les taux d'intérêt élevés, l'immobilier s'est plutôt effondré. Alors, notamment en France, mais aussi un peu aux États-Unis. Il y a quand même eu de l'immobilier commercial qui a un peu souffert. L'immobilier commercial, on est d'accord. Les REITs spécialisés effectivement dans les murs de boutiques. Et de bureaux sans doute avec le télétravail. Là, il y a des surfaces de plusieurs hectares, etc. Mais bon, peu importe. C'est la surface commerciale aux États-Unis, ça va souffrir. Moi, je parle vraiment du besoin fondamental, la base de la pyramide de Maslow. Il faut un toit. Voilà. Et ça, tout le monde n'a pas de toit. En Occident, alors qu'en Chine, leur problème, c'est qu'ils ont 65 ou 70 millions de biens libres d'occupation. On pourrait loger chaque Français dans un appartement où il serait tout seul en Chine. Vous voyez ? Donc là, il y a aussi des choses qui sont complètement déséquilibrées. En France, on manque d'au moins 2 millions de logements. Je pense que j'exagère pas. Aux États-Unis, 10 millions de migrants sont rentrés en 4 ans. Est-ce que les États-Unis ont créé une capacité d'accueil de 10 millions de personnes? Bien sûr que non. Donc une partie de la flambée des prix immobiliers résulte de l'immigration. Alors là, si effectivement Trump boucle les frontières, comme l'avait fait Obama d'ailleurs. Il faut se rappeler que sous Obama, l'immigration était à un taux très faible. On était sur 3,5 millions durant tout son mandat. Voilà. Le mandat de Trump, on a eu à peu près la même chose, 3,5 millions de migrants entrant aux États-Unis. Et là, sous Biden, ça a été open bar. Voilà. Donc là, s'il y a moins de migrants, peut-être que l'immobilier sera moins tendu sur toutes les zones frontalières du Mexique. Et puis les zones centre-nord-ouest, où il y a de l'industrie, et des États qui étaient plutôt démocrates. Et il y a beaucoup d'immigration dans les États démocrates. Voilà, donc Californie, Oregon, la Floride n'est pas un bon exemple parce que c'est un État républicain, mais enfin, grosso modo, vous voyez où sont les migrants et où les hausses de prix de l'immobilier sont les plus fortes. Voilà. Mais la population américaine continue de croître. Ils sont à 335 millions, ils seront à 340 fin 2025. On ne construit pas assez aux États-Unis et on ne peut pas construire aujourd'hui parce que personne ne va emprunter à 7%. Donc, aujourd'hui, il y a une pénurie et je ne vois pas les taux baisser. Donc, j'ai peur que la pénurie dure. Donc, je pense que les prix de l'immobilier vont, peut-être après la phase de faire sortir quelques immigrés, voilà, on les réexpédie un peu vers l'Amérique centrale, on va avoir une période où on va constater qu'on manque encore de logements. Et pour la France, vous pensez que l'immobilier qui est en train d'un peu baisser, une sorte de correction par rapport à des prix qui avaient vraiment beaucoup augmenté, visiblement, est-ce que ça va être la même chose ou... Moi, les derniers papiers que j'ai lus, et là je parle de papiers que j'ai lus début novembre, les prix recommencent à progresser dans plusieurs villes. Voilà. Pas Paris. Paris est en train de bunkériser son centre, avec 4 arrondissements devenant quasiment l'équivalent de la cité interdite. Alors là, par contre, pour l'immobilier commercial, les murs de boutique, c'est une catastrophe.
Il faut, alors là, si vous avez des Ce SCPI... que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a plus de voitures dans ces arrondissements. Mais ça. plus, il y a surtout plus de consommateurs. Une voiture, c'est pas, qu'il n'y en ait pas, à la limite, ça ne gêne pas dans le centre de Strasbourg, ça ne gêne pas à Prague. Je peux vous citer des tas de villes où le centre-ville, il n'y a pas de voiture, mais où il y a des trams, etc., qui circulent dans tous les sens, extrêmement efficaces. Là, le problème de Paris, c'est que là, ça va se désertifier. La rue de Rivoli est l'exemple de l'euthanasie d'une des artères les plus commerçantes de Paris. Et l'angle Saint-Michel, boulevard Saint-Germain à Paris, qui était aussi un des carrefours les plus fréquentés, les 3 boutiques sur 4 qui occupaient l'angle sont aujourd'hui avec à vendre, à louer, de la peinture blanche sur la vitrine. Et c'est inlouable. C'est inlouable. Et parce que Paris n'est plus circulable et que les transports en commun fonctionnent de plus en plus mal. Donc, c'est pas aussi parce que les propriétaires se sont un peu emballés et ont mis des prix de location très élevés sur ces boutiques? Sur les Champs-Élysées, ça continue. Il y a encore de la demande. Et avenue Montaigne aussi. Hein. Donc, non, c'est que véritablement, il y a beaucoup. La rue de Rivoli, il n'y a plus un touriste. Vous en avez un petit peu autour du Louvre. Alors là, vous avez quelques antiquaires avec des trucs très très chers. Mais les boutiques populaires, on va dire qu'à partir de la hauteur de Saint-Paul, etc., c'est une cata, quoi. Entre Saint-Paul, si vous voulez, et Châtelet, c'est euthanasié. Le commerce est littéralement euthanasié. Donc Paris, les appartements, à mon avis, vont continuer de valoir très cher. Et tout ce qui est commerce, boutique, restaurant et tout, c'est mort. Alors, je vais finir de vous énerver. Il n'y a pas d'effet Jeux Olympiques. Il ne va pas y avoir d'effet Jeux Olympiques avec des touristes qui vont venir à Paris et qui vont redécouvrir Paris. Ben, ils vont aller à l'hôtel. Voilà. Et puis, comme ceux qui sont venus pour les Jeux Olympiques, une fois qu'ils étaient logés et qu'ils avaient acheté leur billet pour assister à une épreuve, ils avaient acheté un sandwich après, hein, parce que plus de sous. Non, Paris est hors de prix. Mais ça ne va pas dissuader des Chinois, des oligarques de tel ou tel pays de continuer à acheter des biens sympatoches entre le Champ de Mars et Saint-Sulpice, hein, ou la place des Vosges. Hein. Il n'y a pas de doute, ça va continuer de fonctionner. Mais je pense que les arrondissements périphériques, eux, pourraient continuer effectivement de baisser. Mais le centre de Paris, oui. Et de Bitcoin? Alors le Bitcoin, vous avez vu que son comportement est assez différent de celui de l'Ethereum. Oui. Et d'autres... bon, je ne parle pas du Dogecoin parce que c'est un gag. Hein, voilà. Le Bitcoin, est-ce que ces 30% de hausse entre 73 000 et 94 000 sont d'un seul coup la révélation que Trump est le président qu'il fallait au Bitcoin? Je rappelle que pratiquement au moins un quart des Bitcoins a été acheté par MicroStrategy. MicroStrategy avait déjà un des plus gros stocks, si ce n'est le plus gros stock de Bitcoin, parce que c'est leur objet, hein, c'est leur vocation, c'est leur objet social, c'est de détenir du Bitcoin. Et ils ont arraché, il n'y a pas d'autre terme, ils ont littéralement arraché le cours du Bitcoin entre 86 et 93 000 $. C'est quoi la logique? On a un stock de Bitcoin constitué, je dis un chiffre, hein, je ne l'ai pas exactement, qui est probablement un prix de revient moyen de 50 000. Si on arrive à arracher le Bitcoin à 100 000, voilà, tout notre stock, il vaut 100 000. C'est parfait. Et donc, la valorisation de MicroStrategy, elle explose, elle devient cosmique. Mais ça, c'est plus que du Ponzi. J'ai un actif principal, j'en achète pour le faire monter et pour dire, regardez, mon entreprise, elle vaut des milliers de milliards. Enfin, parce que c'est ça la logique.
Et avec ces milliers de milliards, ils vont pouvoir obtenir encore plus d'argent de banquiers pour racheter encore plus de bitcoin et le faire monter. Mais ça s'appelle comment ça? C'est un schéma qui est une escroquerie pure. Et il y a Ou de la spéculation. Non, c'est de l'escroquerie. Vous achetez, vous empruntez de l'argent. Imaginez que vous êtes une entreprise lambda et que vous empruntez de l'argent auprès des banques pour acheter vos propres titres et pour les faire monter. Et quand ils sont montés, vous dites, regardez, mon entreprise, elle s'est vachement valorisée. Hein. Mon stock d'actions, il a monté. Allez, je retourne voir mon banquier, il va me reprêter de l'argent, je vais pouvoir encore racheter de mes actions. Bah, c'est une escroquerie. Ouais, mais qui arrange pas mal de monde, parce que quand BlackRock... on est d'accord, mais ça s'appelle quand même une escroquerie. Et non, mais je vous disais que ça arrange pas mal de monde. On est évidemment... Alors là, vous pouvez en tirer tout le discours sur oui, ça a comme une valeur fondamentale, oui, quand même, c'est un hedge contre la prolifération monétaire, etc. Bon, d'accord. Mais il y a un moment... Oui, les fondamentaux du Bitcoin de 2008-2010 n'ont plus rien à voir. Donc, quand vous avez un acteur qui a acheté pratiquement un quart des Bitcoins en 10 jours et en s'arrangeant pour le faire monter le plus possible, ce n'est pas des gens qui se sont dit « Ah, avec Trump, on a peut-être une période qui va être sympatoche, je vais essayer d'acheter le plus de Bitcoin entre 60 et 73, et puis après, peut-être que j'en rachèterai un tout petit peu au fur et à mesure. » Non, eux, c'est « Oula, on vient de passer 73, on est à 80, 85, allez, maman, j'achète !» Et là, je vais l'arracher à 93. Et là, je vais pouvoir, après ça, passer sur CNBC et dire « Regardez, MicroStrategy, notre valeur boursière a augmenté de 80% cette année. » Et ils viennent dire « Et j'ai emprunté de l'argent pour en acheter plus. » Le créancier de MicroStrategy, si le Bitcoin retombe à 50 000, j'aimerais pas être à sa place. Parce qu'ils l'ont payé 88 850 $. Là, les 6 milliards de Bitcoin qu'ils ont rajoutés, ils l'ont à un prix de revient de 80 800. Moi, je suis le créancier de quelqu'un qui a payé ça 80 800 et je vois le Bitcoin retomber à 50 000. Il n'était pas très loin de ça il n'y a pas très longtemps. Et puis des chutes de 25% comme des hausses de 25%, voilà. C'est assez fréquent. Ça. Et là, je demande à MicroStrategy de me rembourser parce que là, je commence à avoir un petit peu peur quand même. Je dis, vous êtes à 88 000 de moyenne et on est à 50 000. Je vous avoue que je ne dors pas très très bien. Remboursez-moi. Qu'est-ce que peut faire MicroStrategy? Leur seul actif, c'est le Bitcoin. Imaginez que MicroStrategy soit obligé de se mettre à vendre justement pour rembourser les créanciers. Qu'est-ce que ça va devenir le Bitcoin? Vous pouvez après ça tenir tous les discours que vous voulez. Oui, mais le dollar, ça vaut rien. Les banques centrales ont fait chuter la valeur de toutes les devises qu'ils administrent. Voilà. Mais ça, ce discours, on l'a depuis 2010 presque. Donc la réalité, c'est que le jour où le Bitcoin se retourne, MicroStrategy est la méga baleine de cet univers Bitcoin, et je ne connais aucune baleine aujourd'hui qui pourrait dire « Bon, je vais appeler, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron, Walton, je ne sais plus, le patron de MicroStrategy, pour éviter que tout s'effondre, je t'en rachète pour 6 milliards. Hein, parce que là, on va être tous mal. Hein, si tu es obligé de revendre tes Bitcoins, tu en as acheté 100 000 là, au plus haut, ça n'arrivera pas, ça. Il n'y a personne qui va se dévouer pour empêcher le Bitcoin de chuter. Non, ceux qui sont au courant que MicroStrategy est mal, ils seront les premiers à vendre. Oui, normalement, il va y avoir une sorte de bank run du Bitcoin si ça arrivait, s'il commençait à y avoir une là, on vient d'avoir un pump, mais que le Bitcoin retombe sous 73 000, vous allez voir, les créanciers ils vont commencer à faire de l'huile. Ouais, donc, soit il y a une correction, soit ça continue à monter. C'est le pari de MicroStrategy. Mais il faut savoir, la mécanique est vraiment ce qu'on appelle une escroquerie. C'est une cavalerie, c'est la bouilloire. On connaissait, enfin, moi j'ai connu les marchés à la criée en 1986-87. Des fois sur des petites valeurs, on faisait monter le cours exprès. Hein. Quand on savait qu'éventuellement il y aurait un retrait de la cote ou un truc comme ça qui se profilait, on y allait gaiement. Voilà. Et plus ça montait, plus il y avait des gens qui voulaient en avoir. Enfin, c'était, voilà. Et malheureusement, souvent, au final, c'était le petit porteur qui se faisait avoir en dernier. Bien sûr, c'est toujours le dernier acheteur qui paye. Mais là, le problème, c'est que là, on a un gros dernier acheteur. On sait qui a payé 93 000. C'est MicroStrategy. Philippe Béchat, je vais vous proposer pour conclure de vous projeter, de nous faire comme ça en quelques minutes le monde de demain. Vous le voyez comment? Vous voyez comment les équilibres
allez, on prend un risque, est-ce qu'il y aura toujours du dollar, est-ce qu'il n'y en aura plus, est-ce qu'on aura de l'or au plus haut? Alors moi, les grandes tendances que je vois se dessiner, c'est l'Europe qui continue de se vider de sa substance industrielle et intellectuelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, quand il fait l'inventaire des difficultés qui l'attendent en France, des complications administratives et normatives imposées par Bruxelles, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller à Dubaï, à Singapour, voire à Miami. Faut être franc. Et si l'Europe ne fait pas sa révolution intellectuelle, etc., j'ai peur qu'après le départ des usines vers les États-Unis ou d'autres cieux, on ait également le départ de tous les cerveaux, de la matière grise, tous ceux qui ont l'envie d'entreprendre, qui ont la capacité de créer de la richesse. Et je ne voue pas un culte aux gens qui veulent créer de la richesse. Moi-même, j'étais créateur d'entreprise, chef d'entreprise, et tout le monde n'a pas forcément la volonté de le faire ou la disposition psychologique. Moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui, de temps en temps, m'aident aussi sur le plan administratif, etc. Heureusement qu'on a tous des profils psychologiques différents. Mais celui aujourd'hui qui a le profil psychologique du chef d'entreprise, quand il regarde la France ou quand il regarde vers Bruxelles, il se dit, c'est pas en Europe et c'est pas en France que je vais pouvoir créer un business et m'en sortir et continuer de payer mes salariés. C'est ça que je vois très profondément. Et je ne dis pas qu'il faut vouer un culte au chef d'entreprise, mais il y a un moment où on est en train de créer les conditions pour qu'il n'y en ait plus, ou qu'aucune entreprise n'atteigne la taille critique. Ce qu'on a en Suisse, en Allemagne, avec des grosses PME de 4-5 000 personnes. En France, c'est quasiment impossible d'arriver à ce résultat. Voilà, donc ça, c'est une des grosses tendances. Après, on va reprendre un peu ce dont on va reprendre une partie de ce qu'on s'est échangé sur les risques inflationnistes. Les risques inflationnistes, c'est, oui, des initiatives politiques, et puis, c'est de la création monétaire, comme on a dit, qui est quasiment monolithe. Et les États-Unis, là, 36 000 milliards de dettes, bientôt 37 000, ça va leur coûter 1 200, 1 300 milliards pour le rembourser. Je rappelle qu'aujourd'hui, la croissance américaine, à 2,5%, ça ne rajoute pas 1 200 ou 1 300 milliards de dollars au PIB. Donc aujourd'hui, le service de la dette aux États-Unis coûte plus cher que ce que l'économie arrive à gagner en PIB. Et ça, c'est pas tenable à moyen long terme. Ou alors c'est la fuite en avant. Et là, on se dit, yallah, open bar, on sacrifie la monnaie, c'est assumé. Mais c'est le truc le moins douloureux pour résoudre le problème de la dette. Sinon, le problème de la dette, après, c'est le scénario à la grecque. Hein, c'est l'un ou l'autre. À la grecque ou à l'Argentine. Personne n'a envie de ça. C'est politiquement suicidaire. Trump ne le fera pas. Les Chinois ne le feront pas. Voilà, donc je pense qu'on va vers un monde de prolifération monétaire et que les règles n'ont pas changé. Pour qu'une entreprise soit profitable, il faut de l'énergie pas chère. Donc là, il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a dans tous les pays qui ont du nucléaire. La France en fait partie, mais malheureusement, nous, on a adopté un système de tarification, le mot imbécile est faible. C'est même une vraie trahison de notre économie d'avoir adopté ça. Donc on a une énergie, nous, qui est chère. Donc j'en viens aux fondamentaux. Donc énergie pas chère, des liquidités abondantes et pas chères. Et s'il y a de l'inflation, on s'en accommode. Et on l'a vu avec l'épisode 2021-2023, où les entreprises se sont dit, il y a de l'inflation, on va aussi en mettre un coup sur les marges. Voilà. Donc le monde, à mon avis, il va pas changer le logiciel.
Donc je verrais bien effectivement un monde où les devises principales, celles qui ont dominé le monde, dollars, euros, etc., perdent complètement leur statut, leurs caractéristiques de monnaie de réserve fiable et qui conserve la valeur. Il va falloir trouver autre chose pour conserver la valeur. Donc j'ai parlé un peu de l'immobilier et je pense qu'on reparlera beaucoup d'or, d'argent et de chips au cours des années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup Philippe Béchade pour tous ces éléments. On a fait un tour extrêmement intéressant et complet comme chaque année avec vous sur l'économie, la géopolitique. J'espère que tout ce que vous avez dit, et j'en suis sûr, apportera assez d'informations aux spectateurs de cette chaîne pour se faire une idée, pour avoir des envies d'investissement ou pas, et de bien se positionner pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocoffre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio pour cette rencontre annuelle. Nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé « Faillite de la France, comment faire face à la taxflation ».